19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Gaza toujours à feu et à sang. L'agression génocidaire sioniste se poursuit pour le 136e jour consécutif, faisant des dizaines de victimes. Riyad El-Maliki, chef de la diplomatie palestinienne, appelle devant la CIJ à mettre fin à la politique de deux poids deux mesures dans le traitement de la question palestinienne. Clôture du 37e sommet de l'Union africaine. L'Algérie appelle les pays africains à soutenir la cause palestinienne. Et puis le Houthi cible une fois de plus un cargo britannique en mer Rouge. Il s'affirme que le cargo Rubimar pourrait couler. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, l'armée sioniste a reconduit ce lundi ses bombardements et ses assauts contre plusieurs quartiers de la bande de Gaza, faisant des dizaines de martyrs et de blessés au 136e jour de son agression génocidaire. Les habitants du Nord meurent de faim et nous ici, nous mourrons des bombardements. Ce sont là les propos des déplacés palestiniens qui constatent les dégâts causés par une frappe aérienne dans la zone de Zawaïda, dans le centre de la bande de Gaza, alors que les bombardements ne s'arrêtent pas. J'ai eu deux martyrs dans ma famille et il y a eu une famille complète effacée du registre civil et une autre famille effacée du registre, à l'exception d'un membre qui a survécu. La maison est composée de 2 étages. Nous sommes des personnes déplacées de la ville de Gaza. Des missiles nous tombent dessus. Combien de temps un être humain peut-il encore y faire face? Chaque missile pèse environ 2 tonnes. Les gens du Nord meurent de faim et nous, ici, nous mourons à cause des bombardements. Dieu merci, ils m'ont sorti de sous les décombres. Mais ma femme est tombée en martyr, ma fille aussi. Mon fils est blessé et hospitalisé et je ne sais pas ce qu'il est advenu de l'autre fils. Je ne sais pas s'il est vivant ou mort. Ma fille, nouvellement mariée, décédée. Elle s'est mariée 1 semaine avant le début de la guerre. Des missiles nous tombent dessus. Combien de temps un être humain peut-il encore y faire face? Chaque missile pèse environ 2 tonnes. Les gens du Nord meurent de faim et nous, ici, nous mourons à cause des bombardements. Dieu merci, ils m'ont sorti de sous les décombres. Mais ma femme est tombée en martyr, ma fille aussi. Mon fils est blessé et hospitalisé et je ne sais pas ce qu'il est advenu de l'autre fils. Je ne sais pas s'il est vivant ou mort. Ma fille, nouvellement mariée, décédée. Elle s'est mariée 1 semaine avant le début de la guerre. Les forces sionistes ont mené une opération dans le plus grand hôpital du sud de la bande de Gaza, l'hôpital Nasser, laissant un véritable chaos dans cet établissement où s'abritent malades et déplacés. Je vous propose justement d'écouter le témoignage du docteur Ahmed Mourabi. Il décrit de véritables scènes d'horreur. À 1h30, je me trouvais au 3e étage du bâtiment chirurgical avec ma famille. Nous avons entendu de nombreux drones survoler l'hôpital. Ils utilisaient un micro pour nous demander d'évacuer l'hôpital immédiatement. Au bout de 15 minutes, j'ai entendu une très forte explosion. Ils ont bombardé le 3e étage où je me trouvais exactement. Ils ont visé le service orthopédique. J'ai sorti mon téléphone, j'ai enregistré quelques vidéos. Je les ai postées sur mon Instagram. C'était chaotique. Tout le monde courait dans tous les sens. C'est alors que j'ai compris qu'il s'agissait d'une invasion des forces de défense israéliennes. J'ai commencé à entendre des chiens dans la cour de l'hôpital. Et en effet, ils avaient détruit le mur arrière de l'hôpital et libéré leurs chiens.
L'armée sioniste contourne les appels lancés par la communauté internationale contre un deuxième génocide à Rafah, prétextant lancer l'offensive si les captifs détenus à Gaza ne sont pas libérés d'ici le début du mois de Ramadan. La menace se plane toujours en dépit des pressions internationales visant à protéger les quelques 1,4 million de Palestiniens entassés dans la ville. Et dans le nord de l'enclave, après les bombes, c'est la famine qui menace les habitants. Donnez-moi de l'orge, je le mangerai, affirme une Palestinienne vivant dans cette région où les habitants font comme ils peuvent pour éviter la famine après plus de 4 mois de bombardement. Nous achetons de la nourriture pour animaux pour faire du pain qui sent mauvais. Ce pain provoque des diarrhées et des vomissements chez mes enfants. Mes enfants meurent de faim. Ils se réveillent en pleurant. Où puis-je trouver de la nourriture pour eux? Nos conditions sont très précaires. Je veux trouver quelque chose de comestible pour nos enfants. J'ai trouvé parmi les décombres un peu de farine de blé mélangée à du sable. Je l'ai ajoutée au fourrage et je l'ai cuite. Nous avons mangé le pain mélangé à du sable et du gravier. Je jure devant Dieu que mon petit-fils rêve de pain. Il me dit « Maman, je veux manger une miche de pain ». Je jure que nous ne voyons que du pain dans nos rêves. Donnez-nous de la farine. Nous voulons de la farine. Nous sommes fatigués. Ayez pitié de nous. Je suis satisfaite pour un peu d'orge. Donnez-moi de l'orge et je la mangerai. Et face à cette situation, la Cour internationale de justice a entamé ce lundi les audiences publiques consacrées donc à la demande d'avis consultatif sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques de l'entité sioniste en Palestine occupée. Le ministre palestinien des Affaires étrangères a dénoncé la politique des 2 poids 2 mesures dans le traitement de la question palestinienne. Regardez. Aujourd'hui marque le début d'une procédure historique devant la Cour internationale de justice. C'est aujourd'hui l'ensemble du régime d'occupation coloniale d'Israël qui est jugé, pas seulement l'apartheid, la colonisation et la persécution par lesquelles il impose brutalement au peuple palestinien. Un nombre sans précédent de pays participent aux procédures et prennent position en faveur de la justice et de la paix. Cela reflète clairement les préoccupations mondiales et les appels à mettre fin immédiatement et sans condition à ce régime odieux et illégal. Nous pensons que la Cour sera d'accord avec l'ensemble des arguments juridiques convaincants. L'existence de cette occupation coloniale illégale et du régime d'apartheid est la source de tous les maux dont souffre notre peuple. Pour Riyad El-Maliki, si le tribunal déclare cette occupation illégale, il incombera aux États de prendre des mesures conformément à la décision du tribunal. Si le tribunal déclare cette occupation illégale, comme nous nous y attendons, il incombera aux États de prendre des mesures conformément à la décision du tribunal. Cela contribuera à mettre un terme immédiat, inconditionnel et total à l'occupation et permettre au peuple palestinien de réaliser son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance nationale dans son propre État, aux côtés d'un Israël obligé de définir enfin ses frontières conformément avec le droit international. Cette décision pourrait aider Palestiniens et Israéliens à vivre enfin côte à côte dans la paix, la sécurité mutuelle et la dignité. La justice doit gouverner. Nous resterons infatigables et déterminés dans sa poursuite. La Palestine et le peuple palestinien ne sont pas seuls dans cette marche pour la justice. Les procédures qui ont débuté aujourd'hui montrent clairement qu'il n'y a aucune justification ni excuse à la colonisation israélienne, à l'apartheid et à la persécution du peuple palestinien. Ils menacent et violent notre humanité commune et doivent cesser maintenant. En Cisjordanie occupée, les violences s'intensifient de jour en jour. Les soldats sionistes ont lâchement assassiné un jeune homme de 19 ans à Tulkarem. Nabil Atta-Amer a été tué par balle à la suite d'un raid effectué par les forces sionistes dans le camp de déplacés, l'un des plus grands de la région.
Il était étudiant en première année d'ingénierie à l'université Najah. Nabil était un jeune homme bien élevé, âgé de 19 ans. Il était religieux, patriote et révolutionnaire et aimait ses concitoyens. Il n'a jamais fait de mal à personne. Les forces spéciales sont entrées dans le camp dans la matinée. Elles ont encerclé toute la zone. Lorsque tous les jeunes hommes, y compris ses frères et ses cousins, sont montés sur le toit pour voir ce qui se passait, ils l'ont repéré et ils lui ont tiré dessus. Aujourd'hui, nous faisons nos adieux à 2 martyrs du camp de réfugiés de Tulkarm et nous perdons un martyr après l'autre. Toutes ces personnes endeuillées sont prêtes à mourir pour libérer notre terre et résister à l'occupation qui continue de faire couler le sang palestinien à Gaza par les massacres et le génocide et en Cisjordanie par les raids incessants dans les camps de réfugiés et le meurtre de sang-froid et prémédité de jeunes hommes palestiniens. Mêmes images du côté de Naplouse. Plusieurs personnes ont assisté ce lundi aux funérailles d'Anas Aweirat, 26 ans, tué hier dimanche par les forces sionistes au niveau d'un poste de contrôle. Dimanche, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a estimé que les tensions en Cisjordanie, dont la multiplication des attaques de colons contre les Palestiniens, étaient le réel obstacle à une solution à 2 États. Et puis sachez que les forces d'occupation ont également intensifié les campagnes d'arrestation en Cisjordanie. Entre hier et aujourd'hui, au moins 25 Palestiniens ont été arrêtés, ce qui porte le nombre total de civils arrêtés depuis le 7 octobre à plus de 7100 détenus, affirme la commission des affaires des prisonniers, ex-prisonniers et le club des prisonniers palestiniens. Je vous le disais en titre, clap de fin pour le 37e sommet des chefs d'État et dirigeants de l'Union africaine. Hier dimanche à Addis Abeba, lors de ce sommet, la Palestine était au cœur des préoccupations, en particulier dans ce contexte marqué par l'offensive génocidaire sioniste sur la bande de Gaza, et l'Algérie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, n'a pas manqué d'appeler et de rappeler l'ensemble des pays africains à la nécessité historique de soutenir la Palestine occupée. La cause palestinienne a grandement besoin aujourd'hui, plus que jamais, du soutien de notre continent, au moment où elle vit des périodes les plus graves de son histoire, alors que l'occupation sioniste accélère la mise en œuvre de son plan visant à liquider le projet national palestinien, à enterrer la solution des 2 États et à relancer le projet du Grand Israël. L'Algérie, par le biais d'Ahmed Attaf, a appelé tous les pays africains à contribuer aux efforts diplomatiques internationaux. Depuis cette tribune, l'Algérie exhorte tous ses frères africains réunis sous l'égide de notre organisation à contribuer aux efforts diplomatiques internationaux en 3 principaux niveaux. Le premier niveau est celui des priorités à caractère urgent, qui prévoit d'engager une action pour faire cesser l'agression sioniste contre la bande de Gaza, protéger les civils, assurer l'acheminement des aides humanitaires à nos frères dans la bande de Gaza, sans conditions, restrictions ou entraves. Quant au deuxième niveau des priorités qui vise à briser l'immunité injustement accordée à l'occupant israélien, mon pays s'attelle actuellement, en coordination totale avec la République d'Afrique du Sud, pays frère, à l'activation des mesures conservatoires décidées par la Cour internationale de justice en œuvrant à l'adoption, durant cette période, par le Conseil de sécurité, d'une résolution contraignante. Le troisième niveau des priorités consiste en l'établissement de l'État de Palestine sur les frontières de 1967, avec Al-Quds al-Sharif comme capitale. L'Algérie appelle l'ensemble des États africains frères à préparer d'ores et déjà l'étape suivante,
qui consiste à prendre l'initiative de proposer la candidature de l'État palestinien en tant que membre à part entière aux instances de l'ONU concernées par cette question historique. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, eux, se réunissent à Bruxelles pour discuter du génocide à Gaza et de la situation en mer Rouge. Le haut représentant de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré que la mission de l'Union européenne ne participerait à aucune frappe militaire et n'opérerait qu'en mer. Nous devons parler de la guerre à Gaza, mais n'oubliez pas ce qui se passe en Cisjordanie, où la violence continue. Je propose aux États membres de prendre des mesures pour sanctionner les colons violents. Ils appellent à des actions terroristes contre le peuple palestinien en Cisjordanie. Je n'ai pas encore l'accord de tous les États membres, mais je continuerai à faire pression. Parce que si nous voulons garder notre crédibilité, nous devons dénoncer ce qui se passe en Cisjordanie. La Cisjordanie est en ébullition, et s'ils ne laissent pas les gens aller aux mosquées pendant les festivités du Ramadan, la situation pourrait devenir encore pire. Les Houthis ont une fois de plus revendiqué une attaque contre un pétrolier britannique en mer Rouge. Les Houthis qui multiplient depuis novembre dernier un amarrage de force des navires marchands en mer Rouge et dans le golfe d'Aden en soutien au peuple palestinien et poussent de nombreux armateurs à contourner cette zone maritime essentielle pour le commerce international. Les résultats de l'opération ont été les suivants. Le navire a été gravement endommagé, ce qui a conduit à son arrêt complet en raison des dommages importants subis par le navire. Celui-ci risque désormais de couler dans le golfe d'Aden. Nous avons pris soin pendant l'opération d'assurer l'évacuation en toute sécurité de l'équipage du navire. Et face à ces attaques, l'Union européenne annonce lancer sa mission dite de protection du trafic maritime. L'Europe va assurer la liberté de navigation en mer Rouge en coordination avec ses partenaires internationaux, a écrit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur le réseau social X. Par ailleurs, le patron de Qatar Energy a déclaré que les perturbations du transport maritime en mer Rouge limiteraient l'arrivée de produits aux clients à long terme et que les détournements n'étaient pas idéaux car ils augmenteraient le coût et la durée des voyages. Personne ne veut s'éloigner de la mer Rouge à cause du coût. Bien sûr, pas seulement du coût, mais aussi du temps nécessaire pour livrer le produit, puis revenir pour obtenir une recharge du même produit. Cela ne se fera peut-être pas sentir à court terme, mais si c'est à long terme, alors cela entravera en fait le mouvement d'un filet. Si vous prenez une année complète du volume net qui est réellement transféré, je pense donc que c'est un problème très important à résoudre et je pense qu'à la racine le problème se trouve dans l'invasion israélienne à Gaza et je pense que lorsque cela cessera, d'après ce que nous entendons des Houthis, je ne suis pas un politicien, mais je pense que c'est une cause principale et profonde. Espérons qu'il y aura bientôt un cessez-le-feu qui mettra un terme à cela et que l'impact économique sur le monde entier cesse. Dans l'actualité également, le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame une visite officielle en République du Rwanda sur invitation du général d'armée Mubarak Muganga, chef d'état-major de défense rwandais. Lors de cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'ANP et les forces armées rwandaises, les deux parties examineront les questions d'intérêt commun. Toujours sur le continent, et alors que le conflit s'intensifie entre l'armée de la République démocratique du Congo et le groupe armé du M23, les répercussions sur les habitants commencent à se faire sentir. Plus de 2 millions de personnes frôlent ainsi la crise humanitaire. Les détails, Nailaït Hamouda. Situé au bord du lac Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, Kituku est le seul marché accessible à Goma. Il est devenu la principale source de nourriture de la ville. Un marché qui dépend désormais du peu de vivres acheminés par pirogue depuis les villages.
Avant, je m'approvisionnais à Mouchaki et à Karouba, mais quand la situation sécuritaire s'est dégradée, la route a été fermée, nous ne pouvons plus nous y rendre pour nous approvisionner, donc nous souffrons beaucoup. C'est ici à Kitoko que nous venons tous. Tous ceux qui s'approvisionnaient là-bas commencent à venir ici. Le seul marché qui reste est ce petit marché de Kitoko, donc nous souffrons beaucoup. La population de Goma a augmenté ces derniers jours, alors que le conflit s'intensifie entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Des milliers de civils fuient les villes et cherchent refuge ailleurs. Les habitants craignent la famine si le conflit continue et si les routes reliant Goma aux terres agricoles environnantes restent fermées. Cela entraînera la famine car nous dépendons tous à Goma de la route de Minova pour les produits agricoles. Ils doivent tout faire pour ouvrir cette route. Je suis convaincue que son ouverture résoudra le problème et tout ira bien. Cette situation est tellement grave que toutes les routes sont désormais coupées. Du côté de Massissi, nous avions des routes comme la zone de Massissi. La route de Mouchaki est fermée. La route de Kichanga allant à Amwiso est fermée. Toutes les routes sont fermées. La route de Rutshuru est également bloquée. Où allons-nous nous approvisionner en nourriture ? Alors que le nombre de morts ne cesse d'augmenter en RDC, pour les blessés, la situation est désastreuse. L'afflux continue dans les hôpitaux de Goma, qui peinent à faire face au nombre de civils blessés. Les bombes sont tombées sur nous. 7 d'entre nous sont morts sur le coup et beaucoup d'autres ont été blessés. Selon les humanitaires, plus de 135 000 personnes se sont réfugiées déjà dans la capitale provinciale Goma afin de fuir l'avancée des rebelles du M23. Si ces déplacés ont trouvé une forme relative de sécurité, l'inquiétude est toujours vive autour de la crise humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se sont réunis ce lundi pour une séance d'information publique suivie de consultations à huis clos sur la situation en Somalie. Lors de la réunion, les membres du Conseil de sécurité ont discuté des menaces que fait peser le groupe terroriste Shabab sur la sécurité du pays. L'armée somalienne qui a par ailleurs annoncé l'élimination de 4 terroristes Shabab cet après-midi. Et puis dans un tout autre registre, la Russie annonce avoir pris le contrôle total d'Avdiivka, marquant ainsi son gain territorial le plus important depuis la prise de Bakhmout en mai 2023. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, s'est entretenu avec son homologue américain Joe Biden. Biden qui lui a assuré sa confiance dans la poursuite de l'aide militaire américaine. La conversation avec le président américain Joe Biden sur des points très importants, en particulier sur Avdiivka et la nécessité de maintenir un soutien de principe et suffisant à l'Ukraine. Les discussions avec le président des États-Unis ont été très substantielles. Des rencontres avec des membres du Congrès, des représentants des 2 partis et des 2 chambres du Congrès américain. Et puis le Kremlin a déclaré ce lundi que la réaction de l'Occident concernant la mort d'Alexeï Navalny était inacceptable, mais que les déclarations odieuses des États-Unis et de l'Europe ne nuiraient pas au président Vladimir Poutine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a par ailleurs affirmé que l'enquête sur la mort de Navalny était en cours et menée conformément à la loi russe. Une enquête est en cours et toutes les actions nécessaires à cet égard sont en cours. Mais jusqu'à présent, les résultats de cette enquête n'ont pas été rendus publics et en fait, ils sont inconnus. Par conséquent, dans des conditions où il n'existe aucune information valable, nous pensons qu'il est absolument inacceptable de faire des déclarations aussi grossières accusant le président russe Vladimir Poutine de la mort d'Alexeï Navalny. Et cela n'est pas approprié pour les politiciens dont nous avons entendu de telles déclarations. Le président russe Recep Tayyip Erdogan et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev
ont tenu une réunion bilatérale à Ankara ce lundi. Il s'agit de la première visite bilatérale à l'étranger du président Aliyev après la présidentielle du 7 février en Azerbaïdjan. Un communiqué de la présidence turque indique que tous les aspects des relations bilatérales entre les deux pays seront donc passés en revue, ainsi que les points de vue sur les développements régionaux et mondiaux actuels. Et puis en France, la colère des agriculteurs ne faiblit pas. Ils étaient nombreux à manifester aujourd'hui avec leurs tracteurs dans les rues de Marseille, après s'être regroupés près du Vieux-Port pour maintenir la pression sur l'exécutif à 5 jours du Salon de l'agriculture. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur la télé.